Le cours de physique-chimie à destination des CPST1, prévu à 8h30, va bientôt partir. Éloignez-vous des perturbations extérieures, s'il vous plaît. Prenez garde à bien refermer la porte. Attention au départ. Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, au programme, je pensais corriger quelques exercices sur le premier principe. On va faire d'abord le point sur les questions que vous avez éventuellement en cinétique. Et puis, on verra au fur et à mesure. Alors, sur la cinétique, vous n'avez pas tous rempli le quiz de cinétique. Par contre, ceux qui l'ont rempli, on a un score nettement meilleur que les pickers habituels. C'est-à-dire qu'on a 6,5, je crois, ce qui est nettement plus que d'habitude. Juste deux questions qui ont posé problème. Donc, je reviens dessus. Apparemment, pour la position d'un intermédiaire réactionnel sur un profil réactionnel, attention, oui, je parle là, Lucie. Si vous avez entendu la SNCF, vous devez m'entendre moi. Donc, les intermédiaires réactionnels, c'est situé sur un minimum d'énergie potentielle et pas sur un maximum d'énergie potentielle. Attention, ce qui est situé sur un maximum d'énergie potentielle, ce n'est pas du tout un intermédiaire, c'est les complexes de transition. La différence, c'est que l'intermédiaire, c'est une vraie molécule, c'est isolable. Ce n'est pas forcément très stable, mais ça existe. En revanche, les complexes de transition qui sont situés au sommet des cols, ce n'est pas du tout isolable. On ne peut pas les refroidir et les regarder. On peut juste imaginer leur structure. Deuxième point qui a posé problème, les profils réactionnels, justement, c'est le graphe de l'énergie potentielle. Attention, pas en fonction du temps, mais en fonction de la coordonnée réactionnelle. Donc c'est vrai que l'abscisse est un petit peu floue, dans le sens où la coordonnée réactionnelle, qu'on appelle aussi le chemin réactionnel, c'est pas quelque chose de parfaitement déterminé, de parfaitement connu. C'est en fait une combinaison de plein de paramètres géométriques. Mais peu importe, ça illustre effectivement le passage du temps, mais vous ne devez pas mettre le temps en abscisse. Il faut bien mettre CR. Et enfin, sur les catalyseurs, donc attention, un catalyseur, il va modifier le mécanisme d'une réaction, c'est-à-dire qu'il rajoute un mécanisme en plus du mécanisme sans catalyse. Et donc un catalyseur, ça rajoute en général des étapes, mais ça remplace une étape lente par deux ou plusieurs étapes rapides. Donc globalement, on y gagne au niveau cinétique. Par contre, on a plus d'étapes. Il faut bien qu'il y ait des étapes où le catalyseur intervient. Est-ce que vous avez des questions sur la partie cinétique? Une fois, deux fois? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Bon. Apparemment, je ne vois pas trop de gens qui n'entendent pas. Remarquez, s'ils n'entendent pas, ils ne m'entendent pas. Alors, je vous propose la planche sur le transfert d'énergie. Je vous ai fait passer le corrigé. Et on regarde le premier exercice. On ne va pas faire toute la planche parce que c'est un petit peu long. Donc, on va faire par exemple les deux premiers exercices. Je vous rajouterai peut-être un exercice supplémentaire en live. Et après, on poursuivra sur la partie cours. Alors, premier exercice, le premier principe. Donc, le premier principe, c'est le chapitre vraiment fondateur en thermodynamique. Donc, premier exercice, c'est la calorimétrie. Ça reprend ce qu'on aurait dû voir ensemble en TP, sauf qu'on ne verra pas le TP. Donc, la calorimétrie, c'est des manipulations qui se font dans un calorimètre. Les calorimètres, c'est des systèmes qui sont bien isolés du milieu extérieur. Donc, vous les avez déjà utilisés sur le TP de changement d'état. Donc, un calorimètre, c'est comme une bouteille thermo. Donc, c'est très bien isolé. Et à l'intérieur, on va supposer qu'on n'a pas de transfert thermique entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, pour cet exercice, le système qu'on va choisir, pardon, je trie mes feuilles. Donc, le système qu'on va choisir, c'est à chaque fois le calorimètre et son contenu. Donc, le calorimètre et son contenu.
c'est le système qui va être étudié dans tout cet exercice. On caractérise le type de transformation. Donc, c'est une transformation qui se fait à pression atmosphérique, elle est isobare. C'est une transformation qui concerne des systèmes condensés. Donc, dans un calorimètre, on va mettre des liquides. Il y a également des ingrédients solides. Le calorimètre lui-même est solide. Donc, c'est isocore, pas de variation de volume. Et comme c'est bien isolé du milieu extérieur, c'est aussi adiabatique. Qu'est-ce qui est utile là-dedans? Pour nous, c'est les deux derniers points, c'est-à-dire isocore et adiabatique. Si c'est isocore, on considère qu'il n'y a pas de travail échangé. Et si c'est adiabatique, pas d'énergie thermique non plus. Du coup, le premier principe, qui va fonder, sur lequel on va se baser pour toutes les questions, c'est ça. Delta U vaut 0. Le principe pour les questions qui vont suivre, c'est qu'on va décomposer le système en plusieurs morceaux et on va appliquer delta U égale 0. On va exprimer delta U de chacun des ingrédients et l'outil utile, c'est delta U global. C'est la somme des delta U, ça va être égal à 0. Et puis après, on isolera les inconnus en fonction de ce qui est demandé. Alors, j'ai mis 3 étoiles à cet exercice parce que c'est le truc hyper classique, hein, et donc il faut savoir faire ce genre d'exercice quasiment les yeux fermés. Donc, première question, c'est simplement, on met de l'eau dans le calorimètre et on rajoute de l'eau à une température différente. Donc, la première masse d'eau s'appelle M1, elle va passer de θ1 à θ0. Masse M2 qui passe de θ2 à θ0, c'est ici. Je viens d'entourer, vous n'avez pas trop de retard sur ce qui apparaît à l'écran? Je viens d'entourer le θ1 et le θ2. Bon. Ceux qui ont du retard vont répondre dans un quart d'heure. Alors, donc ça, c'est juste des notations. Pour chaque sous-partie, on peut exprimer la variation élémentaire d'énergie interne. Donc c'est pour ça que j'ai mis un DU entre guillemets ici, parce qu'on va l'appliquer au sous-système numéro 1, puis au sous-système numéro 2. Chacun des deux est un peu du même genre, c'est-à-dire de l'eau liquide, et la seule différence, c'est les masses et les températures. Donc pour chaque sous-système, on va pouvoir écrire DU comme M fois C fois DT, qu'on a ici. Et du coup, le delta U de chaque morceau, il sera ici. C'est la masse fois capacité massique fois la différence de température. Donc on va l'appliquer à chacun des sous-systèmes et on traduit que la somme vaut 0. Donc delta U, ça vaut delta U1 plus delta U2. Pour delta U1, la masse c'est M1. Et attention, ça passe de θ1, la température initiale, à θ0. Ici, on a une différence de 2 températures, donc ce n'est pas la peine de vous fatiguer à le mettre en Kelvin. Hein. Les degrés Celsius font bien l'affaire. Pareil pour la masse numéro 2. Donc là, elle s'appelle M2 et elle part de θ2. L'inconnu, on l'identifie, elle apparaît là-dedans, c'est θ0. Et donc, on va pouvoir isoler θ0 de cette équation. On peut remarquer qu'ici, la capacité thermique de l'eau se simplifie. Et du coup, on obtient θ0 égale 32,8 degrés. Donc ça, c'est la température que devrait avoir le système à l'équilibre. Alors, je me retrouve à pas pouvoir écrire. Bon. Donc, si vous pouvez passer au-dessus, tant mieux, parce que moi, j'arrive pas à basculer les PDF sur l'écran de ma tablette. Donc, du coup, je peux écrire que sur le haut des PDF. Hein, le bas, va falloir m'écouter. Ça simplifie parce que la somme vaut 0. Et c'est la même capacité thermique de l'eau de chaque côté. Donc, ça simplifie facteur commun. Alors, deuxième point. On s'aperçoit donc expérimentalement que la température atteinte par le système, ce n'est pas celle qu'on a calculée. Et la différence vient du fait qu'on a négligé le calorimètre. Donc, dans un premier temps, on néglige la capacité thermique du calorimètre. Et dans cette deuxième question, on va au contraire essayer d'évaluer cette capacité thermique. Donc, même outil, sauf qu'on rajoute un ingrédient. Il y a la masse d'eau numéro 1, la masse d'eau numéro 2 et le calorimètre. 3 morceaux. Pour le calorimètre,
vous avez quelque chose qui est défini dans l'énoncé qui s'appelle la capacité, la valeur en eau, mu. Alors la valeur en eau, ce n'est pas quelque chose que vous devez connaître, mais l'énoncé vous le dit. Plutôt que de calculer la capacité globale du calorimètre, un truc qui s'appellerait grand K, on évalue plutôt une masse d'eau qui correspond au calorimètre en termes d'énergie thermique. C'est-à-dire que, en d'autres termes, le calorimètre se comporte comme la masse mu d'eau. C'est ce qu'on appelle la valeur en eau. Du coup, je remplace le grand K du calorimètre par mu fois C de l'eau. Et on utilise le même outil, sauf qu'il y a 3 ingrédients cette fois. Donc, la masse M1, la masse M2, le calorimètre. Et l'inconnu, cette fois-ci, c'est mu. Donc, même outil, on isole mu et on trouve 22 grammes. Ça veut dire que c'est comme si on avait 22 grammes d'eau en plus dans le calorimètre au départ. Troisièmement, c'est aussi une manipulation que vous auriez dû faire en TP. Alors, dans cette question, je suppose que c'est la masse. Si vous mettez toutes les masses en grammes, vous obtenez mu en grammes. Donc l'essentiel, c'est d'avoir une unité cohérente avec le reste. Vous pouvez exprimer mu en kilogrammes, mais ce n'est pas utile ici. Et pour 22 grammes, le gramme paraît être quand même une bonne unité. Donc ça, c'est quelque chose que vous auriez dû faire en TP. Ça se fait simplement, hein. On mélange de l'eau froide et de l'eau chaude et on mesure la température de l'eau tiède qu'on obtient. Donc, techniquement, il n'y a pas de difficulté. Simplement, il faut poser correctement les outils. Alors, troisièmement, là encore, c'est quelque chose que vous auriez dû faire en TP. Donc, cette fois-ci, on a au départ dans le calorimètre de l'eau froide et on va mettre dedans un morceau de métal qui a été chauffé, qui a été mis à l'étuve au préalable et qui a été chauffé. Donc là encore, on va décomposer le système en 3 morceaux, à savoir le calorimètre, la masse d'eau qui s'appelle maintenant M3 et la masse de métal qui s'appelle M4. C'est le même outil, delta U global, ça vaut 0. Pour le calorimètre, c'est le mu précédent fois la capacité de l'eau fois la différence de température. Le calorimètre, au départ, sa température, c'était à 3. Pour la masse M3, c'est ce qu'on a déjà vu. Et pour la masse M4, c'est là où apparaît l'inconnu, c'est-à-dire la capacité C qu'on cherche. Et donc, on isole C, qu'on peut avoir soit dans les unités SI, c'est-à-dire 443 joules par kilogramme, ou alors dans des unités un peu plus courantes, qui sont le joule gramme moins 1. Et j'ai oublié quelque chose dedans, c'est joule kilogramme moins 1. Quelqu'un peut me dire ce qui manque ? Allez, cherchez l'erreur, ça fait partie de l'exercice. Donc la capacité C, c'est pas 443 joules par kilogramme. Qu'est-ce qui manque? Bravo. C'est Kelvin moins 1. Donc vous rajoutez Kelvin moins 1 sur les 2 unités. Là pour cet exercice. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que la capacité thermique massique de ce métal est très nettement supérieure à la valeur qu'on a pour l'eau. L'eau, c'est 4,18. Et j'avais dû vous dire, l'eau liquide, ça demande beaucoup d'énergie pour la chauffer. Donc, c'est quasiment un des records, hein. L'eau liquide, c'est très gourmand en énergie. Pour chauffer de l'eau, ça dépense beaucoup d'énergie. Donc, pour chauffer un métal, il faut moins d'énergie. Et c'est un petit peu en rapport avec la conductivité, puisque si ça se propage mieux, ça va chauffer mieux. Bon, ça, vous avez le droit d'oublier. C'était juste une remarque en passant, vu les 2 valeurs numériques. Alors, on passe à l'exercice 2. Alors, excusez-moi, c'est moi qui gribouille, hein. Donc, exercice 2, c'était sur le cycle thermodynamique. Donc, bien identifier le type de cycle qu'on a ici. Donc là, le diagramme de Clapeyron est gentiment fourni par l'énoncé. Et il faut reconnaître dans quel sens le cycle est parcouru. Et donc, vous devez savoir, ce n'est pas dit en clair dans l'énoncé,
Mais le cœur, c'est supposé quand même être un moteur, hein. Son rôle, c'est de faire circuler le sang. Donc d'un point de vue cycle, on doit avoir ici un cycle décrit dans le sens moteur. Donc le sens moteur, c'est le sens horaire, c'est-à-dire ici le sens dans ce sens-là. Donc A, D, C, B. D'accord? Donc première étape, voir quel est le sens de description du cycle et bien repérer qu'il s'agit d'un moteur. Ensuite, le travail fourni par le cœur. Donc ici, c'est un cycle qui est un petit peu idéalisé, hein, ça ne ressemble pas vraiment à ça, donc ça a été un petit peu idéalisé dans le sens où c'est représenté sous forme d'un trapèze. Pour un battement, on va avoir le travail qui est égal à, en valeur absolue, la surface du cycle. Et ici, le travail W, si c'est le travail du cœur, ça doit avoir un signe négatif puisqu'il s'agit d'un moteur. Donc c'est la valeur absolue de W qui est égale à l'aire du cycle. Étape suivante, il faut calculer l'aire du cycle. Alors l'aire du cycle, il s'agit d'un trapèze ici. Donc soit vous connaissez la formule magique de l'aire d'un trapèze, qui est une grande base plus petite base fois la hauteur sur 2, qui est ici. D'accord? Donc c'est AB, c'est la petite base ici, CD, c'est la grande base, et DA, c'est la hauteur du trapèze. Soit vous ne vous rappelez plus de la formule, vous avez le droit. C'est pas grave, vous pouvez décomposer votre trapèze en un rectangle et un triangle. D'accord? Donc avec le pointillé que vous avez ici à partir de B, vous avez un rectangle plus un triangle. Donc normalement, vous êtes capable de trouver l'expression de la surface. Attention juste, parce qu'il faut faire attention aux unités. Là, les unités qui sont fournies sur le diagramme ne sont absolument pas des unités SI. La pression est donnée en millimètres de mercure et le volume en centimètres cubes. Donc il va falloir faire des conversions. La pression, il faut la convertir en pascal et le volume, il faut le convertir en mètres cubes. Alors, vous passez au-dessous. Donc ici, vous avez la formule littérale. Ah, excusez-moi, ça c'est mon stylet qui... Ah, je change de côté. Hop, le voici. Donc la formule littérale, c'est la formule précédente. Bon, je ne fais pas forcément ce que je veux. On passe aux applications numériques. Donc ici, pour la variation de pression, j'ai exprimé PB moins PA ou PC moins PD en millimètres de mercure dans le crochet. Et ensuite, vous avez un facteur pour convertir ici. On multiplie par 10 puissance 5 et on divise par 750. Divisé par 750, ça vous donne des bars. 750 mm de mercure, c'est égal à 1 bar. Et on multiplie par 10 puissance 5 pour avoir des pascals. Et pour le volume, la conversion, c'est 1 centimètre cube, c'est 10 puissance moins 6 mètres cubes. Donc il faut bien multiplier des pascals par des mètres cubes pour avoir à la fin des joules. Ce qui nous donne un total de 0,72 joules, qui correspond au travail fourni par le cœur pendant un battement. Et le travail reçu par le cœur, ce serait moins 0,72 joules. On donne souvent les valeurs positives, donc on dit plutôt travail fourni par le cœur. Je vous conseille de vérifier les applications numériques, pas forcément juste maintenant, mais après avoir posé cet exercice, vous le reprenez demain et vous essayez de le refaire et de retrouver la même chose. Alors, pour la question 3, donc la puissance. Donc la puissance, on rappelle, c'est une énergie sur un temps. Donc il faut regarder, enfin on a des données sur le nombre de battements par minute. On va avoir 70 battements par minute. Et une minute, il faut le convertir en secondes pour avoir des unités SI. Donc 1 watt, on rappelle, c'est 1 joule sur une seconde. Donc le travail, on l'a bien en joules, pas de souci. On va avoir en une minute 70 battements, ce que vous avez ici, et on divise par 60 pour avoir des secondes, ce qui nous fait un total de 0,84
watts. Petite remarque, par rapport à l'énergie, à la puissance thermique que vous dégagez, la puissance mécanique du cœur, c'est tout petit. La puissance thermique du bonhomme, c'est grosso modo 100 watts quand il bouge pas trop. Donc là, on est à moins de 1% de la puissance globale que vous fournissez vers l'extérieur, qui est essentiellement du thermique. Oui, mais ce n'est pas un cycle, c'est pas un... Alors, c'est un moteur, mais c'est pas un cycle monoterne dans le sens où c'est un peu plus compliqué que ça pour le cœur, hein. Donc attention, ici, c'est pas un cycle monoterne. Il y a on fournit de l'énergie au cœur sous forme thermique parce que vous mangez. Donc il y a une partie de l'énergie que vous consommez pour vous chauffer, il y en a une partie qui est fournie pour alimenter le cœur. Donc c'est un peu plus compliqué. Alors, petite remarque sur la pression sanguine d'ailleurs. Donc, je ne sais plus si j'avais eu l'occasion de vous en parler. Il me semble que oui, mais c'était assez bref. Donc, dans ce cas-là, les pressions concernant le cœur, etc., c'est toujours donné en millimètres de mercure ou en centimètres de mercure. Ici, si on prend les données de l'énoncé, la pression sanguine, c'est une pression différentielle. Donc, c'est en fait la différence entre la pression du sang dans les vaisseaux moins la pression extérieure, P0. Et on va avoir, c'est une surpression. On va avoir une surpression qui varie entre 120 et 80 mm de mercure. Ça veut dire que la tension du bonhomme, ce serait 12,8. 12 en max, 8 en min. Donc c'est plutôt donné en centimètres de mercure. Et sur les appareils qui donnent automatiquement la tension, ça donne bien des millimètres. Donc il y a un chiffre de plus. Petite remarque que je vous ai mis. Quand on vous prend la tension, c'est au niveau du bras. Donc au niveau du bras, et ça, c'est pas le hasard, hein, c'est pas parce que c'est facile à prendre à cet endroit-là, c'est parce qu'on a une zone qui est normalement à la même altitude que le cœur. Donc quand on vous prend la tension, il ne faut pas avoir le bras en l'air, il faut bien avoir le bras contre le torse, comme ça permet d'avoir une mesure de pression à la même altitude que le cœur, puisque la pression, ça dépend aussi de l'altitude, elle est plus forte au niveau de vos pieds qu'au niveau de votre tête, en tout cas quand vous êtes debout. Ça va pour cet exercice ? Alors, je propose de laisser un petit peu de côté les exercices suivants, on les reprendra après. Par contre, j'aimerais bien voir un exercice qui sera un peu la suite de la calorimétrie. Alors, on va faire ça. Quelques instants, hein, faut que ça s'affiche, ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc je vous propose cet exercice-là, ça va être un petit peu plus en autonomie. Donc, comment déterminer la capacité thermique de l'eau? Et c'est une méthode qui est électrique. Ça va mélanger un petit peu le thermique, l'électrique. Donc, je vous laisse lire tranquillement ça. Donc, on met de l'eau dans un calorimètre. On connaît la valeur en eau. Ça, c'est par exemple l'exercice 1 qu'on a fait précédemment. On connaît la température de départ. Et on chauffe via une résistance électrique. Donc, les résistances électriques, il y en a qu'on peut plonger dans l'eau. Hein, c'est les résistances que vous avez, par exemple, dans les bouilloires électriques. Donc, on en a au labo de physique. On peut plonger une résistance dans un calorimètre. C'est une manip que vous auriez dû faire. Vous branchez votre résistance. Vous réglez à une certaine puissance avec un générateur. Et sur cette résistance, par exemple, on voit que quand on a une tension de 25 volts appliquée à la résistance, on va avoir une intensité de 1,35 ampères. Petit rappel, on ne peut pas imposer les deux grandeurs de façon indépendante. Donc avec les générateurs, on impose soit la tension de 25 volts, et dans ce cas-là, c'est la résistance qui va imposer l'intensité, ou alors vous imposez l'intensité et la résistance impose la tension. Parce qu'on a la loi d'Ohm qui est U égale RI. La résistance, elle est fixée. Donc si on laisse la résistance sous tension pendant 5 minutes dans le milieu, on s'aperçoit que le système a une augmentation de température et on passe à la température de 28,9 degrés. Ici.
Et donc, à partir de cette expérience, on va regarder comment évaluer la capacité thermique de l'eau. Donc, je le fais maintenant parce que c'est exactement les mêmes outils qu'à l'exercice 1, c'est-à-dire qu'on va avoir delta U pour le système global. Donc, c'est égal au travail qui est reçu par le système plus l'énergie thermique. Donc, ici, le travail vaut 0 parce que c'est un système condensé, donc il n'y a pas d'apport de travail. Par contre, le transfert thermique ne vaut pas 0. Ici, c'est un Q électrique, c'est-à-dire que c'est ce qui est reçu par effet Joule. Donc, on va avoir la résistance qui va avoir une certaine puissance. La puissance de la résistance, qu'on va appeler puissance électrique, c'est égal à R I carré. C'est égal à la tension fois l'intensité. Attention, la tension. Attention à la tension. Le U qui est ici, c'est l'énergie interne et c'est pas le même que le U tension que je mets ici. On va plutôt l'appeler petit u, la tension. Donc la tension électrique. Donc ça, c'est le 25 volts. Et ça, cette intensité, c'est 1,35 ampères. Donc la puissance électrique fournie par la résistance, c'est tension fois intensité. C'est le RI2 et c'est bien quelque chose qui est fourni au système par effet Joule. Attention, j'efface parce que je suis obligée d'écrire assez gros, donc j'efface tout ce que j'ai mis ici. C'est bon, personne pleure, je peux effacer. Il y en a qui ne veulent pas que j'efface, réagissez vite. Bon, une fois, deux fois, je gomme. Oups. Donc, delta U, le système, c'est le calorimètre et son contenu. Donc, le système, on a donc delta U égale delta U du calorimètre plus delta U de l'eau. Pour le calorimètre, on a une masse de 57 grammes qui s'appelle la valeur en eau. Donc, la valeur en eau de 57 grammes, on va l'appeler par exemple mu, qui est ici. Hop. Ça, c'est parce que c'est la même notation que dans l'exercice précédent. Donc, mu, ce serait la valeur en eau du calorimètre. On va avoir ici, pour le calorimètre, mu fois la capacité thermique de l'eau fois la température finale du calorimètre, c'est T2 moins T1, plus la masse de 100 millilitres. On va pouvoir calculer sa masse. Ce n'est pas donné ici, mais l'eau, c'est quand même pas une espèce totalement inconnue. 200 millilitres d'eau, ça va avoir une masse de 200 grammes. Ah, ça y est, ça recommence. Le M, c'est 200 grammes. Je suis obligée d'effacer parce que je viens de faire plein de gribouillis qui n'apparaissent pas d'ailleurs sur l'écran. Donc j'efface, ça s'efface pas d'un coup. Je pense que c'est en train de bugger. Donc delta U, c'est égal à mu plus M T final moins T initial. Ah, je crois que ça ne marche plus. Ah, cette fois-ci, c'est moi qui ne suis pas connectée. Bon, j'ai deux connexions. Hein. Si vous m'entendez encore, c'est que vous entendez ma connexion prof, mais je ne suis plus connectée en tant qu'élève. Voilà, ça y est, ça revient. Alors, on reprend. Ah, décidément. Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir écrire avec ce stylet. Hein. Donc, delta U, c'est égal à la masse de l'eau plus la masse équivalente du calorimètre fois la capacité thermique fois la température T2 moins la température T1. Et le delta U qui est ici, c'est l'énergie thermique qui va être apportée par
la résistance électrique, c'est-à-dire la puissance électrique précédente, le RI2 précédent, fois le temps qui a été, où ça a été mis en place. Alors, on va pointer chaque valeur numérique. Donc ici, la somme, le total M plus mu, c'est 257 grammes. Ici, T2 moins T1, bon, bah, c'est 28,9 moins 20,4, pas de difficulté. La puissance électrique fois T, ça va être 25 volts fois 1,35. Ça, c'est pour l'instant une tension fois une intensité, c'est des watts. Et le temps, alors il est où le temps? Oui, on observe que c'est 5 minutes de chauffage. Donc 5 minutes qu'il faut multiplier par 60 pour avoir des secondes. Et on identifie l'inconnu qui est ici. Voilà. Donc on isole la capacité. Je vous conseille de prendre votre calculatrice si vous êtes équipé. Attention, je vais effacer. C'est bon, personne ne pleure si j'efface. Donc on isole la capacité thermique. Une fois, deux fois, hop, j'isole. J'isole la capacité thermique et j'obtiens une valeur numérique, sauf erreur de ma part. Attendez, il faut que je la retrouve. Voilà, 4,63. Qui serait en joules, gramme moins 1 et Kelvin moins 1. Donc cette capacité, dans un deuxième temps, on peut la comparer avec celle de l'eau qui est fournie par les tables. Donc toujours pareil, quand on vous demande de commenter, il ne s'agit pas de dire c'est plus. Remarquez, c'est mieux que de rien dire. Donc effectivement, c'est plus, il ne faut pas dire beaucoup plus ou beaucoup moins ou un petit peu plus. Le mieux, c'est de chercher à quantifier les écarts. Alors, à votre avis, est-ce qu'on va calculer un écart relatif ou un écart absolu ici? Alors, je crois qu'on peut faire un sondage. Si vous êtes pour, écart relatif, vous mettez vert, et si vous êtes pour écart absolu, vous mettez rouge. Donc, vert pour relatif, rouge pour absolu. Bon, on est plutôt pour le relatif. Le code de couleur est-il bon? C'est plus adapté que l'absolu. Ça donne une meilleure idée en général, hein. Donc, on y va pour l'écart absolu. L'écart absolu, l'écart relatif, on fait 4,63 moins 4,18 et on divise par 4,18. Et on obtient en gros 0,1, donc c'est plus 10%, pas 100%. Ça veut dire que cette manipulation va surestimer d'environ 10% la capacité thermique de l'eau liquide. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une idée pour me dire ce qui pourrait expliquer cette augmentation? Est-ce que ça peut s'expliquer juste par des fluctuations aléatoires ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a négligé et qui pourrait faire qu'on a une valeur plus élevée que prévu? Donc pour la petite histoire, quand on fait ça en TP, avoir un écart de 10% avec la calorimétrie sur des valeurs tabulées, c'est ce qui est attendu, hein. Ce n'est pas les manipulations hyper précises, la calorimétrie. Oui, Alix, les pertes de chaleur, oui. Effectivement, ici, on a négligé les pertes de chaleur. Le calorimètre, il n'est pas isolé absolument. Et on a négligé aussi l'augmentation de température de la résistance. Donc la résistance, elle fournit de l'énergie à l'eau, mais elle chauffe aussi. Et donc, toute l'énergie qui va être dissipée par effet Joule dans la résistance n'a pas servi qu'à chauffer l'eau plus le calorimètre. Une partie a servi à chauffer la résistance, donc il faudrait rajouter un terme qui serait la capacité thermique de la résistance.
Et vous avez également des fuites entre le calorimètre et l'extérieur. Quand on chauffe, les fuites vont du sens calorimètre vers l'extérieur. Et donc, ces fuites-là n'ont pas été prises en compte. Donc ici, il ne paraît pas anormal de surévaluer la capacité thermique par cette méthode. Les termes qu'on a négligés conduisent à surévaluer. Par contre, quand on a un écart de 10%, ça peut être aussi des fluctuations normales. On peut aussi avoir un retard du thermomètre. Un thermomètre ne réagit pas instantanément. Donc, on va avoir parfois des petites incertitudes sur la température. Il peut réagir avec retard, c'est-à-dire que la température T2 elle est moins élevée que prévu. Là, ça conduirait à c'est une autre source d'incertitude. Ça va? On passe un petit peu de temps sur l'entropie pour finir la séance. Donc, on laisse de côté les autres exercices. Et on reprend le cours sur l'entropie. Je demande quelques instants, le temps de rebasculer sur la partie cours. Comme ça, vous avez le temps de reprendre votre cours sur l'entropie. Donc, second principe. Alors, on en était au calcul de delta S. Je trouve le transparent. C'est un vieux terme, transparent. C'est du temps où il y avait effectivement des transparents. Voilà. Donc, on avait établi, on avait vu la première identité thermodynamique. Ça, on l'avait vu. Et on avait vu comment soit calculer une variation d'entropie. Je reviens au document précédent. Donc, on avait vu soit comment calculer une variation d'entropie ou alors calculer une entropie simplement à une constante près. Donc dans les deux cas, c'est les mêmes outils, sauf que dans un cas, on va intégrer entre deux bornes pour avoir une variation d'entropie. Et dans le deuxième cas, on va simplement chercher une primitive et on va laisser une constante de côté. Donc on reprend à ce stade-là. Donc on reprend page 15. Alors, comme pour l'énergie interne, on peut définir une entropie massique ou une entropie molaire pour un constituant, si on a un corps pur sous une seule phase. Donc, c'est des grandeurs qui sont dans des tables. L'entropie massique, enfin les grandeurs massiques en général, en thermodynamique, on leur donne une petite lettre. Donc, attention, ce serait un petit S ici. Ah, j'ai pas pris. Voilà. Donc, ce serait un petit S qu'il faut bien différencier du grand S. Donc, l'entropie tout court, c'est un S majuscule, et l'entropie massique, ce serait un S minuscule. Donc, ça correspond à l'entropie d'une masse unité, et c'est quelque chose qui dépend de la pression et de la température. Donc, si le système est un corps pur, l'entropie grand S du corps, c'est égal à la masse fois l'entropie massique. L'unité internationale de petit s, c'est des joules par Kelvin pour une entropie, par kilogramme pour avoir du massique. De la même façon, on peut définir de façon analogue la même grandeur version molaire. Donc l'entropie molaire, là j'ai mis un S cursive, ici. Donc les grandeurs molaires plutôt en lettres cursives. L'essentiel, c'est de différencier les notations. Donc ça correspond à l'entropie d'une mole de constituant. Comme la massique, ça dépend de la température et de la pression. Et dans ce cas-là, si on a un nombre de moles n de corps pur, l'entropie de ce corps pur, c'est le nombre de moles fois l'entropie molaire. L'unité internationale de l'entropie molaire, c'est joule par Kelvin pour l'entropie, et mol moins 1 vu que c'est du molaire. Là encore, les énoncés ne vont jamais vous donner les deux grandeurs, mais soit l'une, soit l'autre. C'est souvent utilisé plutôt en chimie, et c'est plus souvent la molaire qui est fournie que la massique, mais les deux sont envisageables. Et dans ce cas-là, vous savez tous passer de l'une à l'autre. Il vous faut quoi comme outil pour passer de l'une à l'autre? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Mais qu'est-ce qui permet de passer de
la grandeur massique à la grandeur molaire en général, c'est la masse molaire. Oui, grand M. Et donc, normalement, si vous avez une expression homogène, elle est forcément juste. Donc, faites attention aux unités, bien différencier si c'est du massique ou du molaire. Du coup, si un énoncé vous fournit gentiment les entropies molaires ou massiques des constituants, vous pouvez calculer l'entropie du système en vous servant de l'additivité de l'entropie. Donc, petit exemple ici, exemple 1. Donc, c'est un système qui serait constitué d'une mole d'air. L'air, on sait que c'est un mélange avec 20% de dioxygène gazeux et 80% de diazote gazeux. Donc, le système, c'est un mélange de deux constituants gazeux. L'énoncé fournit ici les valeurs d'entropie. On reconnaît que c'est des entropies molaires, qu'il y a des petits écarts entre l'oxygène et l'azote. Et du coup, on peut calculer l'entropie du système dans ces conditions, donc à ces conditions de pression et de température, donc 25 degrés sous un bar. Ce serait le nombre de moles de dioxygène fois l'entropie molaire du dioxygène, plus nombre de moles d'azote fois entropie molaire d'azote. Donc numériquement, ça nous fait du 0,2 fois 205, ici, plus 0,8 fois 192, ce qui nous fait un total de 195 joules par Kelvin. Donc si on a la possibilité de calculer l'entropie du système à l'état initial et à l'état final par ce type d'outil, à ce moment-là, on va pouvoir en déduire la variation d'entropie. Deuxième exemple, si on est toujours à 25 degrés sous un bar et on considère un système qui est constitué de 2 moles de fer, donc le fer ici c'est solide, si on vous fournit l'entropie molaire du fer, donc que je suis allée chercher dans des tables de chimie, de thermochimie, donc on peut calculer l'entropie de ce système à 25 degrés sous un bar, c'est le nombre de moles fois 27, donc 54 joules par Kelvin. Petite remarque sur ces deux exemples. Dans le premier exemple, le système était un gaz, une mole de gaz. Dans le deuxième exemple, le système est un solide, 2 moles de solide. Et on peut remarquer qu'il y a quand même un assez gros écart entre l'entropie d'une mole de gaz et l'entropie d'une mole de solide. Donc sur ces exemples, ce n'est pas directement comparable parce que ce n'est pas le même ingrédient. Dans un cas, on a de l'oxygène et de l'azote, et dans l'autre cas, on a du fer. Donc ce n'est pas le même constituant chimique. Mais quand même, on a un écart sensible qui est toujours dans ce sens. C'est-à-dire que l'entropie, quand on a affaire à un gaz, c'est plutôt élevé par rapport à l'entropie d'une mole de solide. On ne compare pas directement, mais quand même, les ordres de grandeur sont un peu différents. On passe à la page 16. Alors, conclusion pratique, comment faire pour traiter un exercice sur l'entropie? Donc, je vais vous faire passer une feuille sur le second principe avec tout un tas de petits exercices types. Alors déjà, généralement, les exercices sur le second principe ont des premières questions qui font appel au premier principe. C'est-à-dire qu'en général, on ne démarre pas directement un exercice sur ce chapitre-là. La première question va utiliser les outils fournis au chapitre précédent. Donc, la méthode type pour traiter un exercice avec question sur l'entropie. Premièrement, comme d'habitude, comme j'ai déjà dit, on identifie le système, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, quel est l'état physique, quelle est la composition du système. Donc bien identifier le système. Ensuite, vous identifiez aussi le type de transformation, parce que c'est isobar, adiabatique, isotherme, monotherme, monobar, etc. Donc bien identifier le type de transformation. Ensuite, les calculs éventuels de delta U, W et Q, ça c'est le chapitre précédent qu'il donne. Donc ça commence avec le chapitre premier principe. On a besoin du premier principe pour faire des calculs de variation d'entropie, donc pour utiliser le deuxième principe. Et j'en suis au point 4. Donc il y a un moment, on vous demande de calculer une variation d'entropie. La plupart du temps, ce sera à partir de l'outil première identité thermo en intégrant entre l'état initial et l'état final. Et très rarement, ce sera à partir des données d'entropie massique ou molaire. Mais dans 95% des cas, ce sera à partir de l'identité thermodynamique numéro 1. Ensuite, dans certains cas seulement, vous pourrez calculer l'entropie échangée. Donc, si on vous le demande, c'est que c'est dans un cas où c'est possible, faut partir de là. Donc, soit c'est une valeur nulle s'il n'y a pas d'échange, donc si c'est une transformation adiabatique, il n'y a pas d'entropie échangée, donc au moins le calcul est rapide. Soit c'est des cas
connues, par exemple le changement d'état, les transformations monothermes, etc. Donc vous pouvez calculer dans certains cas l'entropie échangée. Et c'est seulement à ce stade-là que vous pouvez en déduire l'entropie créée. Donc l'entropie créée, S-création, ne se calcule jamais directement. Il n'y a pas de formule qui vous donne l'entropie créée. Vous avez des formules pour l'entropie d'échange dans certains cas. Vous avez des formules pour la variation d'entropie dans tous les cas. Et l'entropie créée se déduit des deux précédentes. Donc, on déduit par différence. Et avec l'outil delta S égale S échange plus S création. Donc, vous calculez de façon indépendante delta S et S échange. Et vous en déduisez l'entropie créée. À ce stade, si on vous demande de faire ça, vous devez vérifier le signe. 3 cas de figure. Soit vous trouvez un signe, soit vous trouvez un signe négatif. Dans ce cas-là, vous en déduisez que vous avez fait une erreur quelque part. Donc, si vous trouvez un signe négatif, c'est juste pas possible. Donc, vous recommencez, vous cherchez où est l'os, mais il y a forcément un os. Vous ne laissez pas une entropie créée négative, c'est une aberration. Soit vous trouvez une valeur nulle. Dans ce cas-là, vous pouvez en déduire que la transformation est réversible. Et quand vous trouvez une valeur supérieure à 0, vous en déduisez que la transformation est irréversible. Et on peut même comparer la réversibilité ou non de certaines transformations pour le même état initial et le même état final, en fonction du chemin suivi par le système. On va pouvoir chiffrer l'irréversibilité. Ça fait bizarre quand on le dit, mais si on calcule l'entropie créée entre l'instant initial et l'instant final, on va avoir des valeurs différentes suivant le chemin suivi par la transformation. Et plus cette valeur est élevée, plus l'entropie créée est élevée, plus la transformation est irréversible. Donc c'est ce que j'appelle chiffrer l'irréversibilité. Donc ça, c'est vraiment the méthode à appliquer. C'est votre pense-bête. La thermo, je vais me répéter, mais j'ai déjà dit, c'est hyper méthodique. Vous avez un nombre de cases très limité, et donc il faut vous mettre dedans, et c'est un petit côté rassurant parce que vous avez forcément quelque part la solution, vous déroulez les outils, mais il faut juste trouver la bonne case de vos outils. Mais il y a un nombre très limité de cases, et il faut vous mettre tout de suite dedans. Alors, petits exemples. Alors, exemple 1, dans un calorimètre, on va mélanger une masse M1 d'un liquide. Initialement, on appelle T1 sa température. Et une masse M2 d'un liquide numéro 2, qui est initialement à une température T2. On donne la capacité thermique massique de ce système. Et ensuite, on constate que l'ensemble se stabilise à une température d'équilibre. Et donc, vous avez les questions de type, trouver déjà cette température d'équilibre. Et ensuite, calculer l'entropie d'échange, la variation d'entropie et la création d'entropie. Alors, pour ça, j'ai dû vous mettre quelque part. Alors, j'avais fait le corriger à la main. Hop. Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus. Pendant ce temps, je vais aller chercher où j'ai mis le corrigé. J'ai dû vous envoyer un complément du chapitre. Voilà. Ah, par contre, si je vous le mets à l'écran, excusez-moi, ça prend un petit peu de temps à charger parce que je ne l'avais pas préchargé avant. Donc, si je vous le mets à l'écran, ça veut dire que vous n'aurez pas l'énoncé. Mais comme d'après ce que j'ai vu, vous êtes plutôt nombreux à avoir imprimé l'énoncé, vous pouvez le regarder. Et sinon, vous avez toujours la possibilité de voir 2 fenêtres en même temps sur votre écran. Si votre écran n'est pas trop petit quand même. Voilà, on y arrive. Alors, moi, je l'ai sur mon écran. Voilà, ça y est, ça apparaît. Bon, on a des petits délais. Alors, attention, c'est encore un PDF en vertical. Donc, faites joujou avec votre zoom pour voir le début. Donc, première étape, je schématise déjà le type de transformation, c'est-à-dire que vous faites des petits schémas. Faites votre système sous forme d'un carré, d'un rond ou de n'importe quelle forme bizarre. Cherchez pas à dessiner quelque chose qui ressemble à la réalité. Vous prévoyez juste une case et dans la case, vous indiquez ce qui est connu.
Donc, le système qu'on va choisir, c'est les deux masses M1 et M2. Donc ça, c'est mon système de départ. Et tant que j'y suis, dans le rond, j'indique ce que je connais de ce système. Ce qu'on connaît, c'est les deux températures T1 et T2 de départ. À l'état final, on va avoir la même chose, mais à une température qui sera la même, qui est donc T équilibre, qui est notre inconnu de la première question. Là, la méthode que je vais utiliser, c'est exactement ce qu'on a vu en début d'heure, c'est-à-dire utiliser les outils du premier principe dans un calorimètre. Donc, dans un calorimètre, il n'y a pas de transfert thermique avec l'extérieur, donc Q égale 0. Donc, le système est isolé thermiquement. Et ici, on a affaire à des phases condensées, donc volume constant, le travail est nul aussi. 0 plus 0, ça fait pas loin de 0, ce qui fait que le delta U total du système, qui vaut W plus Q par le premier principe, ça vaut 0. Dans cette feuille-là, vous avez un exemple de rédaction, c'est-à-dire que quand vous faites un exercice, parachutez pas les valeurs numériques ou les équations sans indication, vous indiquez bien ce que vous faites. Donc, ce que j'ai mis ici, par exemple, premier principe, il y a un moment dans votre rédaction, vous devez écrire premier principe. Pareil, vous devez écrire que le transfert thermique est nul et indiquer pourquoi. Dire un petit mot, c'est adiabatique ou c'est calorifugé. Donc vous justifiez très brièvement, mais vous justifiez chacune de vos lignes. Et vous déroulez votre fil. Donc vous justifiez de façon indépendante W et Q égale 0. Après, vous énoncez le premier principe W plus Q égale delta U. Et vous décomposez l'énergie interne en deux morceaux. Donc, vous devez indiquer le terme additif quelque part ou extensif. Donc, pour vous, c'est un peu équivalent. Extensif, additif, c'est pareil. Et donc, delta U du système global, c'est la somme delta U1 de la masse M1 plus delta U2 de la masse M2. Pour la masse M1, on a DU1 égale M1C1 dt. Attention, c'est dt tout court et pas dt1. Mais pourquoi donc ? T1, ici, c'est une valeur numérique particulière au début du processus pour le sous-système numéro 1. Quand on va intégrer, cette température va varier. Donc, on l'appelle T tout court. T1, c'est déjà pris, c'est une constante. Donc, la masse M1, c'est déjà pris, c'est une constante, on l'utilise. Pareil pour C1, c'est une constante, on l'utilise. Par contre, T1 n'est pas constant. T1, c'est uniquement la température de départ. Donc, quand vous écrivez DU1, il y a un M1, un C1 et un DT tout court. Et il faut juste regarder quand vous intégrez. Quand vous intégrez, vous avez du coup dt qui est à l'intérieur qui devient une variable muette une fois que vous avez mis le signe intégral devant. Il faut juste faire attention aux bornes. Le système numéro 1, le morceau numéro 1, son point de départ en température, c'est T1 et son point d'arrivée, c'est T ec. Et donc, du coup, ça nous fait un delta U1 qui vaut M1C1 T ec moins T1. Même travail pour le sous-système numéro 2. Pour le sous-système numéro 2, ici, c'est tout pareil. Donc, on obtient deux expressions assez symétriques pour delta U de chaque ingrédient. La somme des deux vaut 0. C'est ce qui est ici. Et on isole la température d'équilibre ici. C'est donc une redite. Ça s'appelle calorimétrie. Et pour l'instant, on a utilisé le premier principe. Ensuite, petit b, on regarde l'entropie d'échange. Alors ici, c'est un système qui est calorifugé, donc il faut aller chercher l'entropie d'échange dans la case adiabatique. Il n'y a pas d'entropie échangée pour cette transformation. S échange vaut 0. Pareil, quand vous l'écrivez, vous devez le justifier. Étape suivante, le calcul de delta S. Alors, delta S, c'est un peu les mêmes outils, la même technique que pour delta U. On va utiliser delta S égale delta S1 plus delta S2, ça c'est l'additivité. Et on va exprimer de façon indépendante chacun des delta S. Alors, quand on s'intéresse à la masse M1, donc la masse M1, ici, va vérifier ds1 égale du1 sur t.
Donc ça, c'est la première identité thermo pour une phase condensée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de terme, enfin c'est DU sur T tout court. Et DU, c'est bien DU du morceau numéro 1. Par contre, T, c'est la température tout court qui va varier entre T1 et Tec. Donc il y a un 1 sur le DS, il y a un 1 sur le DU, mais il n'y a pas de 1 sur le T. On intègre entre T1 et Tec. Donc T1, c'est juste une borne, c'est pas à l'intérieur. Ça nous fait somme de M1C1 dt sur T. On intègre et ça nous donne le delta S numéro 1. Je rappelle que les températures doivent impérativement être en Kelvin, sinon faire le rapport de deux températures en Celsius, c'est un non-sens complet. Une température impérativement en Kelvin ici. Même chose pour le morceau numéro 2. Donc le morceau numéro 2, on adapte. Sa masse, c'est M2. Sa capacité thermique, c'est C2. Il va passer de la température T2 qui est en bas à la température Tec qui est en haut. Donc on obtient cette expression qui est l'analogue. Quand vous rédigez, une fois que vous avez fait bien proprement le calcul pour le morceau numéro 1, vous avez le droit d'écrire de même delta S2 égale et vous parachutez la solution. Ça veut dire que vous adaptez les notations au morceau numéro 2. Donc vous le faites proprement au moins au début. Vous n'allez pas faire deux fois tous les détails, ça vous fait gagner du temps. La somme des deux est ici. Et donc, on va pouvoir calculer ce delta S. Enfin, là, on ne peut pas le calculer vu que je ne vous ai pas donné des valeurs numériques. Et enfin, dernière étape pour l'entropie de création. L'outil est ici et vous devez l'écrire. Vous devez écrire qu'un des deux termes est nul. Du coup, dans ce cas particulier, l'entropie créée, c'est égal au delta S précédent. Ce qui veut dire que le delta S précédent, si vous avez des valeurs numériques, vous devez pouvoir faire une application et trouver une valeur positive. Alors, question de Lina, pourquoi on a Tx sur C2? Où est-ce qu'on a Tx sur C2? Non, c'est pas Tx sur C2, c'est une erreur, c'est Tx sur C1. Effectivement, merci Lina. C'est faux ça. D'accord, c'est Tx sur C. Tx sur T2, c'est l'expression analogue. Donc ici, c'est un T2. Vous corrigez. Voilà, bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Pour cet après-midi, je vous mettrai le devoir, par exemple, à 13h30. Ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y en a qui le veulent avant, après? Donc, c'est un devoir qui est relativement court. Vous aurez le temps recommandé, ce serait plutôt 2 heures que 3 heures. Par contre, je vous laisse, voilà, vous me le rendez, vous avez jusqu'à la fin d'après-midi pour le rendre. Vous me le rendez sous format PDF, si possible. J'ai vu que vous saviez faire, donc si vous savez faire ça en maths, vous savez le faire en physique. Vous aurez deux versions, une version PDF et une version Word, puisqu'il y aura deux parties où vous aurez juste besoin d'écrire des réponses courtes. Donc, ça peut vous faire gagner du temps de les écrire directement sur votre clavier. Et une partie qui sera plus à rédiger. Donc, il n'y aura qu'une seule partie à rédiger forcément complètement. Et dans tous les cas, vous me le rendez comme vous pouvez. Voilà, à tout à l'heure.